Kinshasa Info TV, la chaîne de l'excellence et de la rapidité. Ma volonté depuis un certain nombre d'années, puisque je suis venu la première fois au Congo en 1999, quand le gouvernement belge était constitué de telle façon que nous avions décidé de remettre le dossier du Congo, du partenariat avec le Congo, sur la table du gouvernement belge, avec aussi un engagement à porter ce dossier sur la table de l'Union européenne. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai travaillé et que j'ai continué à travailler comme président d'assemblée parlementaire et aussi comme ministre à la communauté française. Ce qui fait que sans interruption, je me suis venu chaque fois au Congo pour discuter avec des amis, avec des responsables politiques, avec le souci de toujours tenir le même discours à tous les interlocuteurs, quelle que soit la période, et en ayant le souci également des informer des uns et des autres des propos que je tenais. C'est une condition de longévité ici au Congo, et je dirais même que c'est aussi une question de longévité en politique. C'est l'honnêteté, le respect de la parole donnée, le respect des engagements et éviter les jeux troubles. Nous nous retrouvons autour de ces repas pour accueillir Monsieur le ministre d'État et toute sa délégation. Le ministre d'État Flao est un grand ami du Congo. Il a été, durant toutes les époques, à côté de la République démocratique du Congo. Il nous a soutenus en toutes circonstances. Auprès du gouvernement de son pays, qui est le Royaume de Belgique. Et il est resté aux côtés de toutes les autorités congolaises, en commençant par le chef d'État, le membre du bureau du Parlement, et il nous accompagne dans beaucoup de dossiers auprès du gouvernement belge et auprès de certains gouvernements de l'Union européenne. Il est ici en mission parlementaire. Il nous a apporté un nouveau ami, le président du Parlement bruxellois, qui est absent, qui s'est excusé. Certainement en ce moment ici doit être avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, je pense bien. Et nous avons voulu lui témoigner notre amitié à travers ce petit repas. Il est un témoignage de notre amitié belgo-congolaise. Il est le nôtre, qu'il soit ici au Congo, qu'il soit en Belgique. Alors quand il vient, nous devons rester en contact permanent avec lui. Monsieur le ministre d'État, nous vous disons un grand merci pour tout ce que vous faites pour notre pays
l'accord que nous venions de signer avec le Parlement belge, c'est l'un des fruits des efforts de M. Flao avec certains de ses amis avec lesquels il était venu ici en délégation. Et la tradition voudrait, quand un ami vient, on lui témoigne quand même la sympathie par des gestes symboliques. Et ces gestes symboliques, ce sont les deux tableaux que nous avons ici. Voilà. Tout autour, vous avez la paix et vous avez la carte de la République démocratique du Congo et vous avez les deux messieurs qui se tendent la main pour dire que nous volons ensemble, nous allons travailler ensemble pour les biens du peuple congolais et de l'État congolais. Voilà ces deux tableaux que je remets à M. Flao en signe de notre amitié, de notre collaboration. Aujourd'hui et demain. Merci beaucoup. Il est venu avec le président du Parlement de Célois, bien qu'il soit absent, mais je crois que d'esprit, il est avec nous. Merci beaucoup. On va encore me dire que je cumule, mais c'est pas bien. Honorable président de l'Assemblée nationale a invité les chefs coutumiers Teke Wumbu de Kinshasa ainsi qu'une délégation de chefs coutumiers de Kwamutu qui sont ici à Kinshasa à la suite des événements que vous connaissez. Le président de l'Assemblée a voulu prodiguer des conseils au chef coutumier Teke Wumbu en tant que gardien des terres pour que ce qui s'est passé à Kwamutu n'arrive pas à Kinshasa. Que la communauté Teke et Yaka ont l'obligation de cohabiter comme à l'époque de nos aïeux. Nous n'avons pas intérêt à nous entretuer car ce n'est pas notre culture. Et pour cela, il a attiré l'attention des chefs coutumiers de façon à ce qu'on ne puisse pas donner l'occasion à ceux qui nous divisent de continuer à opérer dans notre plateau. Parce que, en tant que fils du chef coutumier, le président de l'Assemblée nationale a dit que personne ne changera les plateaux Bateke en plateau je ne sais pas d'où. Parce que c'est Dieu qui a voulu que ces plateaux-là appartiennent au Teke Wumbu. Nous demandons à nos frères Teke et Yaka, qui sont encore dans l'ignorance, que le trouble n'arrange rien, de cesser de s'entretuer. Nous sommes en période de culture. Les villages sont vidés. Il n'y a plus de champs, il n'y a plus rien. Ça a des conséquences. Donc, il faut qu'on arrête cette barbarie. Merci, Président, pour la parole accordée. Moi, j'interviens pour la motion. Et je vais donner quelques éléments pour appuyer ma position. Contrairement à ce que le collègue venait de dire tout à l'heure, où il dit qu'il faut débattre, je veux bien. Nous devons débattre. Et je pense que le président de notre Chambre a toujours été pour le débat. Mais nous sommes dans quel contexte? Nous sommes en guerre. Et ça nécessite une attitude responsable. Je ne comprends pas si c'est ici que nous devons étaler
la gestion des prisonniers de guerre. On avait arrêté, qu'est-ce qu'on en a fait? Nos militaires à tel endroit ont fait. Je ne pense pas que ça soit responsable, chers collègues. Et je voudrais revenir sur la réunion que nous avions tenue hier avec le chef de l'État, commandant suprême des armées. Et c'est même ici l'occasion de remercier le président de la République parce que ce dernier a la latitude de prendre sa décision de manière unilatérale. Mais depuis un temps, il associe et les députés du caucus du Nord Kivu, de l'Ituri, l'Assemblée nationale à travers la Commission défense et le Sénat, pour qu'ensemble nous puissions trouver la meilleure façon de sortir de l'état de siège. Hier, ce n'était pas qu'une réunion. Hier, c'était la réunion préparatoire de la table ronde. Donc, lorsqu'on parle d'une table ronde qui va se tenir avant la fin du mois de novembre, en fait, il faut préciser qu'elle a commencé hier, à partir de cette réunion qui a duré 3 heures et pendant laquelle tous les collègues ont eu toutes les informations nécessaires en rapport avec toutes les dispositions qui sont en train d'être prises pour que nous puissions nous rassurer de garantir la paix et la sécurité à nos populations de l'Est. Et donc, chers collègues, je propose humblement que nous puissions arrêter ce débat. Un débat qui passe en direct à la télé et où nous devons parler de certaines choses qui touchent à la sécurité de notre pays. Je pense qu'aujourd'hui, nous venons de participer à la cérémonie de passation d'étendard de commandement. Nous avons un nouveau chef à la tête de l'armée. Le président de la République a dit que ce changement va se poursuivre à tous les niveaux. Et rappelez-vous que cette décision répond à l'une des recommandations de l'Assemblée nationale. Et donc je pense que le collègue n'a pas tort lorsqu'il demande que nous puissions non seulement arrêter avec le débat, mais aussi voter pour sa motion et pour la prorogation de l'état de siège, le temps que les choses sont en train d'aller dans le sens de permettre à notre armée de monter en puissance. Mais permettez encore, Président, que je précise. Moi, je pense qu'il y a des débats plus importants que nous pouvons faire en rapport avec cette situation. Aujourd'hui, nous avons la loi de programmation militaire. Nous devrions commencer à nous préparer pour nous rassurer, chers collègues, que nous allons dégager le moyen suffisant pouvant permettre à cette loi de programmation militaire à ne pas être qu'une loi qui existe, mais que nous puissions réellement assister à une montée en puissance de nos forces de sécurité et de défense. Et donc je pense que je vais m'arrêter là, mais je souhaite humblement, chers collègues, que nous puissions arrêter avec ce débat et voter pour la prorogation de l'état de siège. Je vous remercie. En vertu de l'article 138 de notre Constitution de la République, je m'étais évertué d'adresser une question écrite à son Excellence le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur de la Sécurité, concernant bien entendu de tracasseries et plusieurs bavures observées dans le chef de la police nationale. Eu égard à l'article 179 de notre règlement intérieur qui stipule qu'en dehors 10 jours de la réception de cette question écrite qui peut être déposée pendant ou en dehors de la session parlementaire et en dehors 10 jours si la réponse n'est pas transmise au bureau de notre chambre basse, eh bien, cette question écrite peut faire l'objet d'une interpellation. Une interpellation qui n'est plus un moyen d'information, mais qui devient un moyen de contrôle et donc contraignant. Et qui peut aboutir, bien entendu, à une motion de défiance.
puisque depuis le 25 août 2022, la date à laquelle j'avais déposé cette question écrite, jusqu'à aujourd'hui, le 13 octobre 2022, je n'ai pas encore reçu de suite, eh bien, je me suis décidé, à mes risques et périls, advient que pourra, parce que je ne fais que jouer mon rôle parlementaire, d'être la voix de nos concitoyens sans voix, je me suis décidé d'initier une interpellation contre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Je ne dirais pas pour incompétence notoire, mais je dirais plutôt parce que le tracasserie policière, en tout cas, taraude les esprits de nos concitoyens. Vous vous souviendrez qu'avant-hier, le 11 octobre 2022, à Goma, suite au bouclage décidé par les autorités militaires pour récolter, pour une avalanche de taxes exigées aux citoyens, un policier s'est arrogé le pouvoir de poursuivre sur la moto un conducteur, ami, pour ne pas les citer, un jeune homme de 23 ans, et a tiré à bout portant sur ces garçons. Au jour d'aujourd'hui, même ici à Kinshasa, on constate, on observe de plus en plus un phénomène où on embarque les véhicules de paisibles citoyens au niveau du centre-ville, de véhicules qu'on ramène dans une fourrière au Kalufungula, et pour récupérer le véhicule, vous devez payer plus ou moins $150 sous prétexte de mauvais stationnement. Nous connaissons combien se comportent nos policiers. Alors, je pense que plutôt que de commencer par débarrasser tout le véhicule en panne, ces carcasses qui obstruent même le passage au niveau des avenues, même dans nos cités, eh ben, c'est des citoyens qui vaquent à leurs occupations en ville qu'on doit tracasser de cette façon-là. Je pense que si les textes de ces pays sont encore respectés, notre bureau de la Chambre basse doit transmettre cette interpellation et convoquer le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour qu'il vienne s'expliquer, et en cas de non-satisfaction par rapport à ces réponses, eh ben, nous allons aller jusqu'à une motion de défiance. C'est normal. Tant que c'est mieux, moyen de réfléchir sur bien bonjour. Tout ce qui nous a fort intéressé, c'est les coopératives d'épargne et de crédit et les microfinances. Et nous, spécialement de l'Est, nous avons des mauvais souvenirs des banques en faillite, des microfinances en faillite, des coopératives d'épargne et de crédit en faillite. Les gens d'ici qui vous ont perdu des millions et des millions d'argent. Et nous avons fait un plaidoyer et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais eu de suite. C'est pourquoi, en prenant la parole, je dis que le président de l'Assemblée nationale doit voir de quelle manière il peut rappeler au gouvernement à travers la Banque centrale de rembourser l'épargne et la mise de tous ces gagne-petits. À Bukavu, les artisans, les PME, petites et moyennes entreprises, les femmes, les jeunes entrepreneurs, même les fonctionnaires, les gagne-petits, même les femmes qui vendent des braises, $100 jusqu'à $1000, même les églises ont perdu leur argent dans les microfinances, dans les banques, dans les coopératives de crédit épargne. Je citais par exemple
BCDI, c'est une banque qui a été ouverte à l'entrée de l'AFDEL à l'époque de la rébellion. Les gens ont perdu des gens. BIAC, microfinance comme Mekrebu, Imara, Ibanda, plusieurs coopératives. Même chose que le Nord Kivu. Il y a au moins dizaines de millions. Ça, c'est l'économie de l'Est. Vous savez, l'économie de l'Est est tenue par les artisans, les PME, les gagne-petits. Mais tous ces gens ont vu leurs capitaux évaporer dans ces banques. Mon intervention a porté sur quelques volets en ce qui concerne d'abord la protection des dépôts. Comme vous le savez, à tout moment, on peut saisir les dépôts, alors que le dépôt est un gage commun qui appartient à tous les épargnants. Donc il faut les protéger contre la justice, parce qu'il n'est pas normal qu'un des clients saisisse la justice et mette en péril toute l'épargne du public. Deuxième chose, il s'agit, en ce qui concerne les investissements agricoles, d'autres investissements sociaux, il faut réduire le taux mobilier qui est aujourd'hui de 20%, il faut le ramener à 10%. Il faut également rendre insaisissables certains comptes, comme les comptes de règlement, parce que ça dérange, ça fait dysfonctionner tous les systèmes bancaires. Donc il est tout à fait important de protéger ces genres de comptes, mais alors mettre des sanctions pénales et autres en ce qui concerne le huissier de justice ou tout fonctionnaire qui saisit ce type de comptes. Cette loi elle est très importante. Notre système économique a subi beaucoup de détérioration. Et malheureusement, nous avons vu beaucoup d'établissements de crédit qui sonnaient et quelques jours après avoir ramassé beaucoup d'argent de nos compatriotes congolais, ils sont tombés en faillite. Et nous n'avons pas vu l'autorité régulatrice, c'est-à-dire la Banque centrale, intervenir pour que notre population puisse être mise dans ses droits. C'est pourquoi j'ai insisté pour que la responsabilité de la Banque centrale du Congo soit bien éclaircie dans cette loi, pour qu'à la prochaine, que nos compatriotes qui déposent de l'argent dans les établissements de microfinance ne puissent pas perdre leur argent. Ça c'est un. De deux, il faudra aussi que les acteurs de ces établissements de crédit, nous puissions aussi mettre dans la loi des dispositions claires et précises pour que, au cas où ils tombent en faillite, les déposants congolais ne puissent pas souffrir, qu'ils puissent trouver un moyen de réclamer son argent. Voilà pourquoi j'ai tenu à intervenir, parce que c'était très important pour que nos compatriotes ne puissent pas encore subir de tels escrocs, parce que c'est de l'escroquerie.